Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui qui va s'intéresser à ce mastodonte qu'est Dungeon Crawl Classic. Comme vous pouvez le voir, un fort bottom. Alors, Dungeon Crawl Classic, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Dungeon Crawl Classic, c'est une immense bouffée d'air pur, de rafraîchissement total. Pour toutes les personnes qui en ont un petit peu assez d'être toujours sur les mêmes choses, je ne saurais trop que vous conseiller ce jeu. Alors, c'est un jeu qui est original à plusieurs titres. Je vais vous parler d'abord un petit peu je crois que c'est Jason, son prénom, Jason Goodman, la personne qui est derrière la société qui a sorti ce jeu. En fait, au départ, ils éditaient des aventures pour des 3.0, des 3.5, des scénarios vraiment bien fouillés, original, avec une patte très originale. On était plus souvent quand même dans le côté un peu Dark Sun, Sword and Sorcery qu'autre chose. Et puis après, avec les histoires quand c'est passé à D&D 4, en fait, ça les intéressait moins. Et donc ils ont attendu un petit moment, puis il y a eu Pathfinder, etc. Enfin cette histoire que vous connaissez par cœur. Et ils se sont recentrés sur les fondamentaux et ils ont dit voilà, nous on va essayer de faire un jeu qui casse un peu les codes et surtout un jeu qui amène du fun à la table. Et de ce point de vue-là, Dungeon Crawl Classics, c'est vraiment ça. C'est vraiment une bouffée, comme je vous disais, une bouffée d'oxygène. Voilà, il faut pratiquer ou lire le jeu au moins pour bien comprendre. Je vais essayer de vous sensibiliser avec cet aspect-là du jeu. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu? Pourquoi il est un petit peu à plusieurs titres un peu différents? Il va repartir des basiques, vraiment presque des premières éditions, et il va focaliser sur justement tous ces points qui ont été repris par ce qu'on appelle le old school Renaissance, qui consiste à jouer vraiment à l'ancienne. D'ailleurs, même dans le titre, Dungeon Crawl, voilà, on cache pas que vous allez plus souvent être devant des portes dans des donjons que sur des campagnes très ambiancées, avec du récit, beaucoup d'extérieur, des conflits politiques, etc. Donc là, on revient vraiment aux fondamentaux du jeu, avec un aspect gameplay très très fort. Alors, ce qui est original, c'est qu'en fait, il reprend les tropes, Jason Goodman reprend les tropes de l'OSR, mais c'est pas un jeu OSR. Il y a plein de nouveautés dans ce jeu. De toute façon, moi j'étais déjà convaincu que les jeux les plus innovants à l'heure actuelle, c'est peut-être justement les jeux OSR, tellement ça, on est passé à autre chose depuis, et puis voilà. Alors le principe de ce jeu, c'est déjà une forte mortalité, donc ça on l'a beaucoup dans l'OSR, à tel point que les premiers scénarios, quand vous créez vos personnages, déjà, il est conseillé à chaque joueur de créer non pas un personnage, mais ils disent entre 2 et 4, donc ça dépend aussi du nombre de joueurs à la table, personnages. Pourquoi? Parce que vous allez commencer par jouer des personnages de niveau 0. Vous allez jouer des cutéreux, des paysans. Pour vous donner un ordre d'idée, les points de vie se tirent au D4, donc vous allez avoir un des 4 points de vie maximum. Inutile de dire que dans ces conditions, le moindre coup de fourche peut vous être fatal. Et en fait, ce premier scénario, il est très fun. Le but pour les joueurs étant d'arriver sur leurs 3 ou 4 persos qu'ils jouent simultanément dans cette première aventure, d'en faire survivre un. Et alors là, il faut essayer de faire survivre celui qui vous plaît le plus, par rapport à ses caractéristiques de base. Et donc, si vous voulez, les 2 ou 3 autres, eh ben, en fait, on va les utiliser, c'est un peu triste à dire pour ces personnages, un peu comme des boucliers. C'est-à-dire que généralement, on va envoyer devant les persos qui nous plaisent le moins, qui eux vont se faire dessouder assez rapidement, et on va essayer de tirer son épingle du jeu dans le scénario pour ressortir avec un perso. Après quoi, ce personnage pourra éventuellement passer au niveau 1 et choisir une classe ou un archétype.
sauf si c'est un nain ou un elfe, puisqu'à ce jeu-là, comme à la bonne vieille époque, les elfes et les nains sont à la fois des races, mais également des classes avec des particularités spécifiques. Donc ça, c'est le premier point, et c'est déjà une grande bouffée de rigolade et de fun à la table, de démarrer comme ça. La deuxième chose, c'est que dans la création elle-même, elle se fait à base de tirage. Donc pour les caractéristiques, c'est dans l'ordre, on commence par la force, on tire 3d6, pas question d'en tirer 4 et de prendre les 3 meilleurs, non, non. C'est vraiment, vous allez jouer des personnages avec 5 en force, 4 en dextérité, peut-être 1 point de vie, voilà, de ces fameux personnages de niveau 0. Alors, c'est cette particularité, donc ce qu'ils appellent les scénarios de niveau 0, ils appellent ça des funnels. Alors je pense que c'est le petit jeu de mots sur tunnel et fun, hein, funnel. Ça a l'air très très sanglant et en tout cas très très rigolo. L'autre mécanique importante dans ce jeu, c'est que au-delà des dés traditionnels, c'est-à-dire D4, D6, D8, D10, D12 et D20, ils ont rajouté des dés et ils ont fait ce qu'ils appellent le principe de la dice chain. C'est-à-dire que là, vous allez avoir du D3, du D4, du D5, du D7, du D8, du D10, du D12, du D16, du D20, du D24, du D30. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié. Enfin, vous comprenez le principe. Et au lieu d'avoir des simples bonus-malus, lorsque vous devez accomplir une tâche, donner un coup d'épée ou ouvrir un coffre ou défoncer une porte, eh bien, selon la situation, au départ, vous tirez au D20, sauf si votre classe précise le contraire, et à l'arrivée, avec vos malus, vous pouvez vous retrouver à faire porter votre coup d'épée au D12 au lieu du D20, donc il y a quand même beaucoup plus de chances d'échouer. Donc ça amène énormément de fun à la table. C'est un des gros points forts de ce jeu, en fait, hein. Et c'est une petite invention toute bête. Alors ça peut faire penser un peu au Choose Your Dice System, notamment de Westland, où là, c'était... vous aviez le choix entre tirer 2d10 ou 1d20, par exemple. Sachant qu'effectivement, la courbe serait beaucoup plus gaussienne si vous tirez 2d10, donc vous allez avoir beaucoup de résultats ramenés vers le centre de la courbe. Vous prenez pas trop de risques. Déjà, c'est pas possible de faire un 1. C'est minimum 2. Et puis les bas tirages, il y en a peu, mais... A contrario, des hauts tirages, il y en a peu également. Donc ça vous permet d'être moyen, etc. Et puis quand vous voulez tenter le 20 naturel, le super coup d'éclat, là vous allez tirer un des 20. Là c'est un peu ce principe-là, mais carrément poussé beaucoup plus loin, puisque les règles vous disent, voilà, à tel ajustement, vous tirez vos dés de cette façon-là. Alors, dans ce gros pavé, autre chose et qui est également que je trouve assez fabuleux, bon moi là, je l'ai pris en anglais, couverture souple, c'est les illustrations, beaucoup de choses comme ça en noir et blanc à la plume. Alors forcément, les vieux de la vieille, ça leur rappelle le bon vieux temps. Et moi, je trouve que la façon dont le livre est illustré est magnifique, en fait. Ça amène vraiment quelque chose. Et c'est tellement plus courant d'avoir ce genre de livre, où maintenant, on est plutôt sur des illustrations très léchées, etc., que ça a un vrai cachet. De quoi vous parler d'autre? Eh ben, je vais pas rentrer non plus à fond dans le détail. L'autre point très important, alors c'est un gros pavé, mais soyez rassurés, il y a énormément dans le bouquin de choses qui se rapportent à la magie. Voilà, dans ce bouquin, je vais essayer de vous faire voir comme ça. Tout ça, ça concerne la magie. Et en fait, une fois que vous avez la création de personnages avec les tables de création et l'explication des différentes classes avec leur progression, en fait, le système de jeu, il tient sur quelques pages. Donc, c'est un système de jeu light, ce qui me fait dire que ce jeu est également très bien pour initier des gens, parce que c'est un jeu qui va être vite compris et vite mis en place. La magie a également sa particularité. Et là encore, ça change complètement de la magie telle qu'on la connaît dans Pathfinder, D&D, etc. À savoir, lorsque vous apprenez un sort, quand vous lancez ce sort, vous avez un jet à réaliser.
Et puis si vous réussissez, eh bien même les effets du sort sont un peu aléatoires. C'est-à-dire que pour chaque sort, vous avez une table qui va avec. Et le sort n'a pas tout à fait le même effet, sachant qu'il peut avoir des effets dévastateurs et presque opposés à ce que vous souhaitiez faire, ou des effets rigolos. Et ça encore, ça va donner une couleur au jeu et surtout un caractère incertain à la magie qui, je trouve, manque trop souvent dans les jeux de rôle, et on est trop habitué à utiliser ces combos, etc. J'ai un magicien, je sais qu'à tel niveau je vais avoir tel sort, donc je vais systématiquement en attaque utiliser tout le temps ce sort-là, le réviser plusieurs fois pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois dans la journée, parce que c'est le meilleur sort, voilà. Hein, pas de magicien sans fireball. Alors qu'au départ, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est plutôt pas de fireball sans magicien, théoriquement. Mais voilà, c'est comme ça qu'on joue, qu'on a tendance à jouer avec d'autres systèmes de règles. Et là, le gros intérêt de rendre cette magie hasardeuse comme ça, c'est que ça vous oblige à complètement changer votre façon de jouer, votre regard sur le jeu. Donc ça, c'est aussi très plaisant. Que dire d'autre? On a un petit système avec des petites options de combat, ce qu'ils appellent les deeds arms. C'est un peu des coups que vous pouvez tenter. Alors là encore, selon ce que vous tentez, ça peut donner lieu à des ajustements sur le dé, etc. Il n'y a pas de compétences, donc c'est fini les dons. Enfin, il n'y a pas de dons, c'est fini les combos à n'en plus finir qui donnent mal au crâne avant même de les avoir joués. Là, on revient encore une fois sur le côté old school. Le joueur décrit ce qu'il fait, et puis lorsqu'il va utiliser quelque chose dont son background laisse entendre qu'en fait il sait maîtriser, là il tirera son jet, le maître de jeu qui dans ce jeu est appelé The Judge, lui fera tirer son dé au dé 20. Si par contre il utilise une compétence qui n'est pas précisée dans son background, on considérera qu'il n'est pas entraîné pour cette compétence et il la tirera au dé 10. Donc là encore, une échelle toute simple, assez facile, mais ça fonctionne très bien. La progression, il y a une histoire de points d'expérience, sachant que c'est un jeu à niveau, donc que les scénarios sont plus ou moins équilibrés pour des joueurs du niveau correspondant, même si à ce jeu ça semble moins important, moins prédominant que dans d'autres jeux. Mais l'échelle des points d'expérience est ramenée, c'est vraiment, il y en a peu, et ils vous disent même quand vous lisez l'ouvrage que vous pouvez en fait considérer que quand votre personnage finit le funnel, même si sans compter les points de vie, hop, il passe au premier niveau après. Ensuite, vous enchaînez avec une aventure de niveau 1. Si les personnages survivants passeront au niveau 2, voilà, ça fonctionne très bien avec ce système de milestone. Il n'y a pas trop besoin de retoucher là-dedans. Encore une fois, ce jeu, il est axé vraiment sur le fun, sur le plaisir, la bonne humeur, le fun autour de la table. Donc, je pense qu'il faut y aller tranquillement. Comme dans tous les jeux OSR, il y a beaucoup de choses qui doivent être gérées, arbitrées par le maître de jeu. Moi, j'aime plutôt bien cette façon de voir les choses. Ça évite les discussions, les machins, voilà. Et puis, du coup, ça amène une certaine souplesse parce que les règles, voilà, comme je vous le disais, elles sont fines. Ça change d'autres jeux. Là, en ce moment, moi, je mène une campagne sur Pathfinder 2, qui est très bon système, hein, j'adore. Mais c'est vrai que là, on est dans l'option inverse. C'est-à-dire que là, on veut des règles qui gèrent vraiment toutes les situations possibles. Et de ce point de vue-là, Pathfinder 2 est très bien fait. Sur un jeu comme Dungeon Crawl classique, c'est l'inverse. On va laisser des choses à l'appréciation du maître de jeu. Et plusieurs fois, ils insistent sur le fait que, voilà, ce qui est important, c'est, je crois, l'état d'esprit. Ce jeu, il est plus basé sur l'état d'esprit que la simulation en elle-même. Pour autant, le petit mélange qu'ils ont fait en termes d'univers et de ce qu'ils proposent, alors il n'y a pas vraiment d'univers, même s'ils ont sorti après dans la gamme plusieurs ouvrages pour jouer dans l'Ankmar, donc c'est vraiment à part, mais dans la formule basique comme ça, c'est du donjon, donc l'univers tel qu'il est décrit, on comprend quand même que c'est assez orienté
Sword and Sorcery, en fait, hein, beaucoup plus que fantasy épique. Non, là vraiment, c'est gritty. Les joueurs sont à la peine. Je vous dis, ils démarrent simple paysan avec peut-être une fourche à la main et hop, ça y est, tout de suite ils vont dans les donjons. Bon, mais ça crée tout ça, ça crée une ambiance qui est vraiment fun. Goodman, ils sont très forts aussi parce qu'il y a beaucoup de choses sorties. Si vous allez voir sur leur site, il y a pléthore de scénarios qui sont sortis, voilà, avec à chaque fois qui proposent vraiment des choses assez truculentes. On est vraiment dans le côté ultra classique du porte-monstre trésor, mais par contre tout est misé sur le fun et ça fonctionne. Donc c'est une autre façon d'envisager et très rafraîchissant. Je vous dis, ça change complètement des autres jeux. Alors pourquoi je voulais vous en parler? Moi, ça c'est l'édition 5e printing, 5e passage sous presse. Ils en sont à la 7e. La 7e d'ailleurs, comme à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle édition, vous allez avoir des couvertures alternatives. Vous avez également des couvertures un peu plus façon un peu simili-cuir avec des logos, etc., qui sont un peu plus chers. Là, on est sur un jeu complet, hein, tout en un, puisqu'il y a du bestiaire, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, il y a même 2 aventures. On est sur un jeu qui tourne autour d'une trentaine de dollars sur Internet. Et je voulais vous en parler parce que il y a quelques jours, là, vient de sortir un financement participatif par l'éditeur Aquileos, pour la version française de ce jeu. Donc voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas anglophone, vous allez pouvoir avoir accès à ce jeu. C'est sur Game On Tabletop. Il vous reste, je pense, une trentaine de jours pour pledger le jeu. Voilà, si vous voulez un truc que vous pouvez sortir, initier des joueurs ou faire jouer des joueurs aguerris dans une ambiance, on se prend pas la tête, ce soir on joue et on se passe une bonne soirée. Je ne saurais trop vous conseiller de jeter un œil là-dedans et de jouer, quoi, parce que là on revient vraiment aux fondamentaux du jeu de rôle. Alors c'est peut-être parce que moi j'ai peut-être une once de nostalgie, je veux bien l'admettre, ayant commencé le jeu de rôle dans les années 80, même tout petit peu avant. Là on revient sur les fondamentaux et on s'aperçoit que j'ai presque envie de dire, voilà quoi. Tout a été dit, quoi. La messe était dite déjà à l'époque sur ce que procurait ce jeu de rôle. Bon, il y a eu des évolutions intéressantes, mais bon, la base était déjà très prometteuse. Et voilà, et on s'en aperçoit quand on revient à du old school que finalement, en termes de plaisir de jeu, tout est là. Tout est là. Après, on peut faire varier les univers, on peut faire varier les systèmes. Voilà, encore une fois, merci Gigax, merci Arneson, merci Greg Stafford, merci l'équipe de Chaosium, parce que les gars, vous avez lancé un truc excellent, qui sera, je pense, indépassable dans l'univers du jeu. Personnellement, je vois pas comment on pourrait trouver un truc d'aussi fort, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus avant. Hein. Dungeon Crawl classique. Une trentaine de dollars, un jeu tout en main, plein de scénarios. Si vous n'êtes pas trop dans la logique de je rédige, j'aime bien écrire des scénarios, vous inquiétez pas, il y en a déjà beaucoup à faire jouer. Donc voilà. Petit bémol peut-être, les sets 2D, les sets 2D, faut compter 25 €. Bon, ceci dit, quand vous ramenez au nombre de dés que vous avez, c'est pas si cher que ça, hein, c'est pas déconnant non plus. Il vous explique également comment, si vous ne voulez pas vous procurer ces dés-là, vous pouvez avoir la même simulation de tirage, la même probabilité de tirage en utilisant des dés traditionnels. Mais je pense que vu l'ambiance du jeu, etc., je pense que les dés sont nécessaires. J'ai vu également il n'y a pas longtemps sur un vendeur en ligne que je ne souhaite pas citer, qu'il y a des dés des sociétés qui sortent en fait des packs de dés beaucoup moins chers, autour de 7 €, qui sont juste les dés complémentaires. Donc si vous avez votre set de dés basique,
on va dire pour le D&D, le Pathfinder, vous achetez pour 7 € les dés complémentaires et vous avez tout, vous pouvez reconstituer la fameuse Dice Chains qui va vous permettre de tirer pleinement tout le fun qu'il y a à tirer de ce jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'en ferai une, j'ai pledgé bien évidemment la version française pour soutenir Akileos, qui est un éditeur que je ne connaissais pas. Je crois bien que c'est soit un nouvel éditeur, soit il faisait d'autres choses avant, mais en tout cas pas du jeu de rôle, en tout cas pas à ma connaissance. N'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous connaissiez ces gens. En tout cas, bienvenue à eux pour notre plus grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.